ça reste à expliquer, à être expliqué. La perspective de développement, de moteur de développement, elle est bonne, mais elle n'est pas complète. Souvent, si on cible la jeunesse comme solution aux problèmes de développement, on isole la jeunesse comme si, oui, si seulement la jeunesse avait les livres, si seulement la jeunesse avait du boulot, là, notre développement sera bien. On peut achever quelque chose. Mais on ignore que la jeunesse est en fait liée à beaucoup d'autres problèmes et beaucoup de problèmes ne sont pas liés à la jeunesse. Le problème de l'emploi, ce n'est pas exactement lié à la jeunesse. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut trouver dans la jeunesse, mais il faut lier les discours. La jeunesse, c'est ni le problème ni la solution seule. Aussi, il y a un risque avec la perspective démographique. Donc, si on définit la jeunesse comme 15 à 25 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, c'est important comme un début. Mais les réalités sont différentes, et vous le savez bien. La réalité des jeunes femmes n'est pas la réalité des jeunes hommes. La réalité des éduqués, ce n'est pas la même que la réalité des jeunes, des ghetto youth. Même les réalités d'un jeune ici à Kalou n'est pas la même réalité de quelqu'un qui habite à la cimenterie, parce que ce sont des contextes différents. Donc, il faut, surtout aussi pour des projets de développement, plus d'études qualitatives qui définissent quelle catégorie des jeunes sur laquelle on veut se poser. Les deux dernières perspectives sont très importantes. Il y a beaucoup de risques avec la perspective de peur. Ici, en Guinée, le discours des médias s'accentue sur une jeunesse qui est droguée, qui est violente, qui a le ras-le-bol, qui est délinquant. Ça, c'est une catégorie sur laquelle moi aussi je me suis concentré, mais il faut savoir que c'est une catégorie très petite. La plupart des jeunes, ils juste essaient de vivre une vie. Et il ne faut pas trop dramatiser cette catégorie non plus. Si, par exemple, moi j'ai étudié les staffs, les clans et les gangs en Conakry, il y a de la morale dans ces entités. Il y a des gens qui sont éduqués. Il y a une organisation extrêmement, des fois formidable et démocratique. On ne le penserait pas, mais c'est le cas, c'est la réalité. Le risque avec cette perspective, c'est de créer plus de distance entre la jeunesse et le reste de la société. Donc, s'il y a plus de distance, il y a plus d'un sentiment de marginalisation, il y a plus de raisons pour cette catégorie des jeunes de se révolter. Donc, vous aussi, les médias, la société en général, il y a une responsabilité de s'approcher plutôt de stigmatiser cette jeunesse-là. Et finalement, et c'est peut-être le plus surprenant, c'est la perspective de pitié. Même les jeunes ici, j'avais le sentiment qu'il y a souvent un sentiment, ah ouais, les pauvres jeunes. Mais bien sûr, les jeunes sont dans une situation difficile. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec cette jeunesse-là, la jeunesse supposément marginalisée, et il faut aussi reconnaître qu'il y a une sorte de fierté là-dedans. Ils se voient comme les Tupac, les Notorious B.I.G., les Snoop Dogg, et il y a une fierté dans un sentiment d'être tough, de pouvoir survivre dans des conditions extrêmement difficiles. Et si on les catégorise seulement comme victimes, on ne va jamais pouvoir les approcher de façon sincère, parce qu'ils vont utiliser cette notion de pitié pour avoir plus. C'est un peu ça ce que je voulais dire par rapport aux différentes perspectives. J'ai bientôt fini. Et juste dire que la sociologie et la littérature en général ont une grande opportunité quand il s'agit de la jeunesse. La sociologie peut développer des perspectives différentes et nouvelles sur la jeunesse. Et quand vous écrivez un roman, là je ne suis pas... Et peut-être c'est même la littérature